Je vais procéder à l'appel. Anne Aubin-Sicard. Oui. Malik Abdallah. Présent. Sylvie Durand. Présente. Bernard Queneau. Présent. Nathalie Gosselin. Présente. Sébastien Alain. Oui, présent. Frédéric Pépin. Présent. Maximilien Schnell. Présent. Françoise Reynaud. Sophie Montalétan. Pierre Lefebvre. Présent. Patrick Durand. Présent. Myriam Ratier. Jacques Bessot. Est pas arrivé. Patricia Lejeune. Philippe Portet. Daniel Martin. Béatrice Bichon-Bellamy. Dominique Guillet. Michel Jossier a dit qu'il avait quelques minutes de retard et qu'elle donnait son pouvoir à Sophie en attendant. François Comot. Laurence Gileso. Ambroise Gassenet. Patricia Muraille-Gentreau. Elle donne son pouvoir à Sophie Montalétan. Ah, bah alors il doit y avoir une... Qu'est-ce qu'elle nous a dit tout à l'heure? Tic. Bon, on verra après. Aurélien Rowe donne son pouvoir à Maximilien pour le début de séance. Dominique Boisseau-Rapito. Jean-Pierre Leloup. Françoise Bouet. Bruno Guillou donne son pouvoir à Laurent Gileso. Christophe Blanchard donne son pouvoir à Bernard Queneau. Geneviève Poirier-Coutencet. Romain Brochard donne son pouvoir à Luc Boire. Aurore Ravez. Oui, bonsoir. Bonsoir. Cyril Bréré. Stéphanie Barra. Martine Chantecaille. Nicolas Hélary. Florence Lemaire. Et vous donnez votre pouvoir à Stéphanie Barra pour la fin de séance. Guy Vatio. Ravi de vous revoir, Guy. Claire Moria donne son pouvoir à Guy Vatio pour la totalité de la séance. Romain Bossy. Aurélie Vieilledent. David Salé. Vincent Leplay. Merci, le quorum est atteint. Nous pouvons démarrer la séance. Tic. Bonjour Jacques Bessot, tu es arrivé en retard. Est-ce que, donc, en conséquence, est-ce que tu acceptes d'être secrétaire de séance? C'est un honneur. Merci. On a toute la liste des absences. Vous avez eu à votre disposition le procès-verbal du 4 mars. Y a-t-il des apports sur ce conseil? Non. On l'a pas reçu. Vous l'avez pas reçu. Il n'a pas été envoyé. Il a dû être envoyé, mais Celui de l'aglo. pas celui-ci de l'aglo, pas celui-ci. Ok, donc nous n'avons pas adopté le PV. Bien, nous allons démarrer avec la première délibération qui concerne le soutien à l'investissement local pour les travaux de rénovation du centre municipal de restauration. Et c'est Sylvie Durand. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à toutes et à tous. Il est demandé donc au conseil municipal d'approuver une demande de subvention auprès de la préfecture de la Vendée dans le cadre de la campagne de subvention de dotation de soutien à l'investissement local pour des travaux de rénovation du centre municipal de restauration. Un montant qui est estimé, donc un montant de travaux à 510 000 et une demande de subvention pour 408 000. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Sur la numéro 2, subvention auprès du conseil régional pour la rénovation du groupe scolaire Montjoie. Et c'est Sylvie, toujours, qui s'en occupe. Donc, effectivement, la ville de La Roche-sur-Yon souhaite solliciter une subvention de 60 000 € auprès du conseil régional des Pays de la Loire pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Montjoie dans le cadre d'un dispositif de soutien au projet situé en quartier prioritaire de la ville. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée.
Délibération numéro 3, Malik Abdallah sur les fonds de concours en faveur des modes doux. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Il s'agit d'une demande de fonds de concours en faveur des modes doux avec plusieurs projets. Donc, nous accompagnons ici la suite des travaux du département sur les chaussées du Pentagone. Donc il va y avoir la mise en place de résine beige sur la totalité du pourtour du Pentagone et la mise en place de 2 giratoires. Et donc aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est des fonds de concours pour d'une part la mise en place de résine sur une partie des boulevards qui ont déjà été refaits par le département, la mise en place de marquage de bandes cyclables et de résine sur le reste des boulevards qui vont être totalement rénovés par le département. Donc on aura la totalité des boulevards qui seront refaits sur le Pentagone et la mise en place de 2 giratoires qui seront à l'angle de la rue Alain et de la rue du Moulin Rouge, qui permettront une fluidité notamment pour les voitures, mais aussi une sécurisation pour les vélos. Et donc vous avez ici une demande, vous avez une dépense totale de 318 850 € et une demande de fonds de concours de 127 540 €. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Délibération numéro 4. Je vais demander à Sylvie Durand et à Pierre Lefebvre de sortir, s'il vous plaît. Et c'est Bernard qui nous présente la délibération. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Commission consultative des services publics locaux. Désignation des membres et présidents de la commission. Par délibération du 10 juillet 2020, le conseil municipal a déterminé la composition, désigné les membres et approuvé le règlement intérieur de la commission consultative des services publics locaux. Ce règlement précise dans son article 2 que la présidence de la commission est assurée par Monsieur le maire. En cas d'absence de celui-ci, il est assuré par un élu désigné par le conseil municipal. À ce titre, il est proposé de désigner Madame Sylvie Durand pour assurer la présidence de la CCSPL en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur le maire. Aussi, il est proposé de modifier les désignations des représentants des élus à la CCSPL dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. En effet, il convient de remplacer Madame Sylvie Durand par un nouvel élu à l'Assemblée délibérante. Monsieur le maire propose la candidature de Monsieur Pierre Lefebvre. Le Conseil, après avoir délibéré, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment sur l'article L 1413-1 et L 2121-21, vu la délibération du 10 juillet 2020 portant sur la constitution de la commission consultative des services publics locaux et l'approbation de son règlement, précise que les autres dispositions de la délibération numéro 4 de la délibération du 10 juillet 2020 relative aux associations membres de la CCSPL et l'adoption du règlement intérieur restent inchangées. Merci Bernard. Alors, on a plusieurs séquences ici. La première, c'est, s'il n'y a pas d'intervention, c'est de demander à l'Assemblée la possibilité d'un vote à main levée. Y a-t-il des oppositions à ce vote à main levée ou des abstentions? Merci beaucoup. Le deuxième, c'est donc de désigner Sylvie Durand pour me remplacer en cas d'absence. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci. Et enfin, la possibilité, la demande de remplacer Sylvie Durand au sein de la CCSPL par Pierre Lefebvre. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Et le quatrième, je rappelle les membres de la CCSPL qui sont Anne Aubin-Sicard, Sophie Montaletan, Pierre Lefebvre, Françoise Bouet et Claire Moria. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? La délibération est adoptée. Délibération numéro 5, on va demander à Sylvie Durand de bien rejoindre sa place pour nous présenter l'adhésion à la centrale d'achat Focus Numérique. Félicitations. Donc, il s'agit effectivement d'une adhésion à la centrale d'achat Focus Numérique. C'est une centrale d'achat identique un peu à l'UGAP, qu'on connaît bien. Et donc, c'est dans un contexte d'optimisation de la dépense publique. La mutualisation entre acteurs publics est un levier important en matière de rationalisation des achats afin de moderniser les équipements des collectivités.
Donc, le syndicat Val d'Oise Numérique a adopté à l'unanimité de ses membres la création de sa centrale d'achat portant sur les matériels et services numériques et services et produits connexes et ou associés. Et cette centrale d'achat est ouverte aux communes au-delà du périmètre du Val d'Oise, avec une cotisation annuelle par adhérent qui est fixée à 7% du montant total des achats de l'année précédant celle du versement de sa cotisation. Donc, il est proposé donc, au Conseil d'adhérer à cette centrale d'achat et d'approuver les termes de la convention d'adhésion ainsi que la cotisation annuelle. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Sylvie, toujours pour la fourniture d'enrobés et d'émulsions de bitume, de matériaux de carrière et de voirie. Oui, c'est un marché qui prend fin et donc une nouvelle consultation a été lancée afin de renouveler les marchés de fourniture d'enrobés et d'émulsions de bitume, de matériaux de carrière et de voirie. Elle est composée de 8 lots. Chaque lot fait l'objet d'un accord cadre à bon de commande, mono-attributaire, sans montant minimum et avec un montant maximum. Vous avez les montants d'indiquer. Et au vu de ces montants maximum fixés, une procédure d'appel d'offres a été engagée. Et la commission d'appel d'offres donc, a eu lieu le 25 avril et a décidé d'attribuer les marchés. Donc, je ne vais pas tous les lister pour les lots, mais vous les avez dans la délibération. À noter que le lot 8, fourniture de ciment, mortiers spéciaux et parpaings, a été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général dans la mesure où ce lot est infructueux. Merci beaucoup. Des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Délibération numéro 7, toujours civil, les travaux d'aménagement et de rénovation de grosses réparations d'entretien dans les bâtiments. Oui, il s'agit d'un groupement de commandes qui est constitué de 3 membres, la ville de La Roche-sur-Yon, la Roche-sur-Yon Agglomération et le SIAS. La ville de La Roche-sur-Yon est désignée coordonnateur de ce groupement de commandes et la procédure fera l'objet d'une décomposition donc en 15 lots. Chaque lot fera l'objet d'un accord cadre. Les lots 1 à 12 et le lot 15 seront conclus avec un seul titulaire et les lots 13 et 14 seront conclus avec 2 titulaires. Et donc l'attribution du marché sera effectuée par la commission d'appel d'offres du coordonnateur. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Délibération numéro 8, Sylvie Durand, groupement de commandes, réalisation de contrôle fonctionnel de la maintenance des points d'eau incendie. Tout à fait. Donc c'est un groupement de commandes qui sera constitué de 8 membres. Donc La Roche-sur-Yon, Bigny-les-Clouzot, Dompierre-sur-Yon, La Chaise-de-Vicomte, Landronde, Le Tablier, Mouilleron-le-Captif et Venanceau. La ville de La Roche-sur-Yon coordonnera le groupement de commandes et le marché conclu pour ce groupement fera l'objet d'un accord cadre à bon de commande mono-attributaire qui prendra effet à compter de sa date de notification. Donc il est proposé au Conseil d'adopter le principe de groupement de commande. Merci. Des votes contre, des abstentions. La délibération est adoptée. Marché public et autorisation de signature d'avenant, numéro 9, Sylvie Durand. Il s'agit donc d'avenants. Alors, le premier concerne une souscription de différents contrats d'assurance. Le lot 2, assurance responsabilité risques annexes. L'avenant porte sur la prestation supplémentaire éventuelle numéro 2, assurance responsabilité atteinte à l'environnement pour la Roche-sur-Yon agglomération. Et suite à la détection d'une erreur dans les montants indiqués par le titulaire, donc le montant de l'avenant est 80 € TTC. Et donc sur cette responsabilité atteinte à l'environnement, donc le montant était de 22 000, l'offre de base 22 699,94, la prestation supplémentaire 8 759,12. Je continue avec la fourniture de produits laitiers et d'ovoproduits. Donc le lot 1 sur les produits laitiers et ovoproduits, donc attribué à l'entreprise West Frais Distribution. Et donc c'est pour permettre à la résidence Autonomie Les Charmes de Lyon, située à Némy, qui n'avait pas été intégrée dans le périmètre du marché, pour lui permettre donc à cette résidence d'acheter les produits nécessaires exclusivement pour les petits déjeuners, les goûters et autres collations destinées aux résidents. Il en va de même pour le lot 2 attribué à l'entreprise Devaux, puisque donc pour permettre à cette même résidence d'acheter les produits nécessaires. Autre avenant sur la maîtrise d'œuvre pour la construction du futur carré de l'hôtel de ville et d'agglomération et du nouveau musée Espace Napoléon.
Donc un avenant numéro 6 qui a pour objet de mettre à jour les coordonnées bancaires du cabinet d'architectes suite à la transmission d'un nouveau RIB. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Numéro 10, tableau des effectifs. Oui, il s'agit donc d'une actualisation du tableau des effectifs. Donc, il appartient au conseil municipal de modifier ce tableau des effectifs afin de permettre la nomination des différents agents bénéficiaires d'un avancement de grade de promotion au titre de l'année 2025. Cette modification n'a pas pour conséquence une augmentation des équivalents temps plein. Donc, vous avez toutes les modifications, je ne les cite pas. Merci. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Numéro 11. Modification des régimes indemnitaires pour les agents et chefs de la police municipale. Oui, alors il s'agit, nous avons adopté dans le cadre d'une délibération le 7 novembre 2024, on a validé le déploiement d'un nouveau régime indemnitaire qui a été appliqué depuis le 1er janvier 2025 avec l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Ce régime indemnitaire n'est pas modifié sur la partie fixe, puisqu'il y a deux parts, il y a une part fixe et une part variable. Il s'agit simplement d'une modification de la part variable. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Numéro 12, personnel municipal. Conditions de mise en œuvre du temps partiel. Donc un nouveau décret est paru le 30 novembre 2024. Donc, ce décret vise à assouplir les conditions requises pour l'accès au temps partiel des fonctionnaires à temps non complet et des agents contractuels de droit public. Donc, l'évolution de la réglementation porte sur l'ouverture du temps partiel sur autorisation aux fonctionnaires ou aux agents contractuels à temps non complet, l'extension aux agents contractuels à temps non complet du temps partiel de droit dans le cadre de la naissance ou de l'adoption d'un enfant et la suppression de toute condition d'ancienneté pour les agents contractuels. Donc c'est une évolution réglementaire. Merci. Des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Pierre Lefebvre, sur la numéro 13, renouvellement de convention de domaine public au profit de la société Totem. Totem, au stade de l'Angélemière, chemin de l'Ornay. Il s'agit de la téléphonie mobile. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention d'occupation du domaine public au profit de la société Totem au stade de l'Angélemière pour une durée de 12 ans avec une redevance annuelle de 9 142,46 € hors taxe et une augmentation de 2% par an. Merci beaucoup. Monsieur Bossy. Merci, monsieur le maire. C'est vrai que les antennes, et notamment les antennes 5G, font régulièrement parler d'elles ces derniers temps. Nous votons aujourd'hui une convention pour l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile au stade de l'Angélemière. Alors c'est une évidence, nous avons besoin de réseaux téléphoniques comme nous avons besoin d'eau ou d'électricité. Mais quand dans certains quartiers, et je pense notamment à celui du Bourg-sous-la-Roche, les riverains découvrent ce type de projet à 30 mètres de leur jardin par un simple permis de construire délivré par la ville sans information préalable, sans échange organisé en amont et qu'il faut qu'un collectif d'habitants se constitue pour que le dialogue ait finalement lieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne s'agit pas de bloquer tous les projets, mais de choisir la méthode plutôt que le rapport de force, la transparence plutôt que la surprise et puis l'écoute plutôt que le silence. Je vous remercie. Merci. Il y avait différents éléments sur ce dossier. Il n'y a jamais eu de rapport de force. Il y a eu simplement des discussions avec les riverains. Et nous avons convenu que la méthode avait été cavalière. Elle ne dépend pas tout à fait de nous. Elle ne se reproduira plus. Et nous avons eu une écoute très favorable des riverains. Et nous allons travailler avec eux pour retrouver d'autres lieux. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Patrick Durand, sur la numéro 14. Merci. Il s'agit d'une signature d'un contrat avec l'éco-organisme Alcom pour la réduction des déchets des produits du tabac dans l'espace public. Qu'est-ce qu'Alcom? Alcom, c'est un éco-organisme agréé par l'État qui est basé sur le principe du pollueur-payeur sur les industriels du tabac. Donc cet éco-organisme collecte l'argent ainsi récolté. Et donc... par arrêté ministériel du 28 juillet 2021. Sa mission est donc de participer à la réduction de la présence des déchets issus des produits du tabac.
jetés de manière inappropriée dans l'espace public. Donc les actions prévues par Alcom sont de la sensibilisation, fourniture d'outils de communication et de sensibilisation, améliorer, mise à disposition de cendriers de poche et de dispositifs de rue, soutien financier aux communes au titre du nettoiement des rues, assurer l'enlèvement et la prise en charge des coûts de valorisation des mégots collectés à hauteur de 100 kg de mégots massifiés. Dans ce cadre, Alcom propose de contractualiser avec les collectivités territoriales en charge du nettoiement des voiries publiques sur la base d'un contrat type unique. Beaucoup de collectivités, d'ailleurs, sont venus avec Alcom. En contrepartie, donc, évidemment, s'ils nous donnent de l'argent, et en contrepartie, la ville de La Roche-sur-Yon va mettre en place, dans le cadre de ce contrat, un état des lieux dit hotspot, mégots à forte concentration de mégots au sol, et les dispositifs de collecte existants. Des actions de sensibilisation, de communication et d'aménagement en fonction des spécificités de la collectivité. Donc, Alcom nous fournira des kits de sensibilisation conformément au contrat, ainsi qu'un soutien financier annuel au titre du nettoiement, calculé selon le barème. Donc, on est dans une ville de plus de 50 000 habitants. Donc, ce sera 2,08 multiplié tous les ans par la population municipale selon les données de l'INSEE. Il s'applique pour la première année au prorata temporis à partir de la date de contractualisation. Par conséquent, le montant du soutien n'est pas fixe et donc peut varier chaque année en fonction de l'évolution de la population et l'évolution de la typologie de la collectivité et de la durée du contrat en cours de l'année. Ce soutien est versé au terme de chaque année civile sur présentation d'un bilan des actions de prévention et de sensibilisation menées au cours de l'année passée. Effectivement, ils ne vont pas nous donner des sous sans, vous voyez, une contrepartie. Merci. Merci. Oui, Madame Vieillon. Merci. Je voulais juste rappeler qu'on avait posé la question d'avoir des documents complémentaires en commission et on ne les a pas reçus. Je voulais savoir s'il était possible de les avoir. Je rappelle que ça concernait, notre demande concernait ce qui était fait en termes de prévention contre le tabagisme. Voilà, en complément de cette délibération. Merci. Merci, on vous les fournira. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Parce que tu les as? Oui, j'ai des réponses. J'ai pas les documents. Ah, j'ai pas de d'accord, documents, pardon. Mais j'ai une réponse. Allez-y. J'ai pas de documents à vous transmettre, mais j'ai une réponse à vous fournir. Donc, il y a eu plusieurs actions qui sont menées tous les ans concernant le tabac avec les partenaires, dans le cadre de travaux menés avec le collectif prévention. Ce collectif, donc, il y a la CPTS, la CEPAM, les services du CHD, la Maison des adolescents, le PSM Georges Mazurel, la Ligue contre le cancer, les infirmiers aussi Azalée. Et en 2024, le groupe d'acteurs a notamment travaillé sur la création d'un outil reprenant les structures locales d'accompagnement d'aide à l'arrêt ou la réduction du tabac. Et une fois validé par les participants, ce guide à destination du grand public a ensuite été maquetté et imprimé par le service communication de la ville, puis relayé auprès des partenaires pour diffusion et mise à disposition. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et pour 2025, feront l'objet d'un échange le 15 mai prochain lors de la prochaine réunion plénière du collectif prévention. Merci beaucoup. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Délibération numéro 15 qui porte sur la station d'épuration communautaire qui est une étape supplémentaire vers cette nouvelle station. Anne. Alors effectivement, par cette délibération, c'est l'avis de la ville de La Roche-sur-Yon qui est requis sur le projet. Alors pour faire peut-être un petit point sur le calendrier et le contexte, que s'est-il passé depuis l'attribution du marché en mars 2024 au groupement Suez de Grémont ? Eh bien, en juillet 2024, nous avons déposé auprès des services de l'État ce que l'on appelle le dossier de demande d'autorisation environnementale, avec évidemment l'intégration du projet du lauréat. Et donc, a débuté à partir de là, à partir de juillet 2024, toute la phase d'instruction administrative du dossier. Alors, cette phase d'instruction administrative, vous l'avez dans la délibération, elle comporte 3 étapes successives.
une première étape qui est une phase d'examen du dossier de la collectivité. Cette phase d'examen passe par différents services de l'État, la direction départementale des territoires et de la mer, la mission régionale d'autorité environnementale, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, également quelques services contributeurs. Et puis la deuxième phase, c'est une phase d'enquête publique qui s'est close tout récemment, qui a eu lieu du 18 mars au 17 avril sous le pilotage de la préfecture de la Vendée. Et enfin, dans les semaines à venir, une phase de décision des services de l'État, un arrêté qui va être donné par l'État pour autoriser ou non le projet par un passage en CODERST, le CODERST étant le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Alors, le dossier qui vous est soumis ce soir reprend donc en fait le projet en tant que tel, plus toutes les remarques de ces services contributeurs, les réponses de la collectivité. C'est donc un dossier extrêmement conséquent qui vous est soumis, un dossier d'un peu plus de 3000 pages. Et évidemment, il y avait des notices résumées pour faciliter l'accès à ce dossier. Et nous vous proposons donc, par cette délibération, de fournir un avis favorable sur le dossier qui vous est soumis, qui comprend donc, pour être peut-être un peu plus précise, le projet en tant que tel, tous les renseignements administratifs associés, un certain nombre de pièces obligatoires, une demande de dérogation au titre des espèces protégées, une autorisation de défrichement, avec tous les éléments techniques associés. Merci. Monsieur Battiot. Je ne vais pas tout reprendre, mais l'autorisation, c'est le défrichement pour le passage par le haut de la parcelle, c'est celui-là toujours? Oui, tout à fait. D'accord, je n'ai pas le temps de lire toutes les pages. Effectivement, il y a cette demande-là. Alors, il y a deux sujets. Il y a ce qui concerne la turbine, l'installation de la turbine en bordure de Lyon, qui va obliger effectivement à un petit défrichement. La canalisation de rejet des eaux usées, qui va obliger aussi à une petite zone de défrichement. Et puis, on avait prévu, en hauteur de la station, au nord, un chemin d'accès piétonnier et puis un accès depuis la zone d'activité de Belle-Place. Alors ici, il y a une petite modification par rapport à ce que l'on avait prévu, puisque l'on avait prévu effectivement qu'il y ait un chemin piétonnier qui fasse tout le tour de la station d'épuration. Et les services de l'État nous ont demandé en fait de supprimer le chemin piétonnier qui passait au nord dans la zone de boisement pour éviter justement le défrichement. Et donc l'accès au nord, par contre, par la zone d'activité de Belle-Place, eh bien, lui sera possible avec, à cet endroit-là, eh bien, un défrichement mineur. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Délibération numéro 16, je vais demander à Françoise Bouet de quitter la salle pour la délibération. Merci. Et c'est Anne Aubin-Sicard qui nous la présente. Oui, alors c'est une délibération qui est tout simplement un renouvellement d'adhésion à l'association Plantes et Cités. La ville y adhère depuis 2010. Il y a cette année un petit changement dans le montant de la cotisation qui est de 1 295 € au lieu de 1 235 € l'année précédente. Merci beaucoup. Et il y a la désignation en même temps. Ah oui, j'oubliais, donc on vous demande de prolonger la désignation de Françoise Bouet pour représenter la collectivité dans l'association. Merci. Sinon, ça ne servait à rien qu'elle sorte. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Vous pouvez dire à Françoise de rentrer. La numéro 17, François Como, sur l'étude de choix de mode de gestion pour la création d'un réseau de chaleur urbain. Oui, bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de délibérer sur l'étude de choix du mode de gestion pour la création d'un réseau de chaleur urbain. On en a déjà parlé ici. C'est la compétence donc, de la ville de créer, d'aménager, d'entretenir une gestion de réseau de chaleur urbain. Une étude a été réalisée sur la ville et notamment sur le secteur nord-est, secteur Oudéry, Malboire, Courtésière, et donc le résultat de cette étude a confirmé la pertinence de développer ce réseau de chaleur, notamment car nous avons des partenaires tels que le CHD qui ont validé ce réseau. Pour rappel, les objectifs principaux de la ville, c'est permettre la décarbonation des productions d'énergie, faire bénéficier les usagers d'un service public de production et de distribution de chaleur moderne et performant, favoriser l'usage des énergies alternatives aux énergies fossiles, assurer la continuité du service public de distribution de chaleur, maîtriser le prix de la chaleur produite sur une durée longue en limitant la volatilité du prix liée aux fluctuations du marché des énergies, préfigurer la structuration d'une filière bois-énergie sur le territoire et minimiser les impacts
sur la qualité de l'air et l'environnement. Pour répondre donc à ces objectifs, il apparaît que le mode de gestion le plus adapté, vous avez l'étude qui a été annexée à la délibération, c'est donc une convention de délégation de service public. C'est l'objet de la délibération. Pourquoi alors, il y a deux principaux intérêts. C'est que ça permet à celui délégataire, celui qui va faire les travaux, qui va concevoir le réseau, qui va l'entretenir, qui va l'exploiter et qui va facturer effectivement les prestations auprès des usagers. Et donc il faut pour cela, et le deuxième intérêt bien sûr non négligeable, c'est que ça ne coûte pas à la ville, puisque c'est le délégataire qui porte le coût de ces investissements. Voilà, en résumé, l'intérêt de la délégation de service public, et pour cela, voilà, pour lancer la procédure, on va publier un avis d'appel à candidature et il nous faut donc valider ce rapport qui est annexé. Merci beaucoup. Monsieur Ibarra. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Comot, pour cette présentation. D'abord, en préambule, je veux rappeler que l'ensemble de nos groupes sont bien sûr favorables à ce qu'une première étape soit franchie dans la constitution d'un réseau de chaleur à La Roche-sur-Yon. Ça a été rappelé dans la brève présentation de Monsieur Comot. C'est un outil essentiel lorsque l'on veut décarboner l'énergie sur un territoire, maîtriser la contribution notamment du chauffage, qui est un des plus gros contributeurs à la production de gaz à effet de serre, et qui permet de maîtriser les coûts aussi dans la durée, parce que permet le choix des énergies, donc d'adosser cette production de chaleur à des énergies moins non carbonées, donc pour décarboner, mais aussi moins volatiles en termes de coûts, parce qu'en approvisionnement local et sur des filières plus pérennes. Donc cette première pierre, nous la validons. On a déjà eu l'occasion d'échanger, on trouve effectivement qu'on a pris 10 ans de retard, puisqu'il y avait déjà un projet sur la table, dont acte, on s'y met aujourd'hui. Mais aujourd'hui, notre vigilance va sur la maîtrise de l'avenir sur ce réseau de chaleur. On franchit une étape, d'après les dossiers qu'on a consultés et notre ressenti, parce que l'élément moteur, et qui est indispensable d'ailleurs, est le CHD. Le CHD remplit toutes les cases, c'est un très gros consommateur de chaleur et d'eau chaude sanitaire. Bien sûr, il est indispensable à la viabilité d'un tel projet sur notre territoire. En plus, ses missions de soins ne peuvent que nous inciter à ce qu'il maîtrise au mieux ses budgets d'énergie pour que l'essentiel de ses ressources soit concentré sur sa mission première, qui est le soin. Il est indispensable. Pour autant, il y a beaucoup d'autres enjeux et secteurs. On l'a déjà signalé. Pour nous, il y a un petit manque sur l'habitat social, notamment, qui n'est pas si loin et à proximité, qui pourrait bénéficier aussi d'une maîtrise des coûts et puis aussi d'une maîtrise du coup des productions d'énergie, puisque chacun a des chaudières pour alimenter, chaque bailleur a ses propres chaudières pour alimenter son parc. Alors aujourd'hui, on valide, et c'est une étape indispensable, le mode de gestion. Bon, comme vous l'avez dit, il y a quand même très peu d'exemples de communes capables de porter l'ingénierie, les volumes d'investissement financier pour réaliser un tel réseau. Donc la délégation de service public peut s'envisager, mais après, dans délégation de service public ne veut pas dire abandon de ce service public. Il y a quelques mois, 2 ans, on a étudié le plan, le PCAET, plan carbone, air, énergie de notre agglomération. À l'époque, alors qu'on avait mis sur la table la question de la qualité de l'air, des productions d'énergie, de décarboner notre territoire, la question du réseau de chaleur était passée entre les gouttes, on ne l'a pas vu. Aujourd'hui, il est rappelé dans la présentation qu'il contribuera fortement aux enjeux de ce PCAET. Donc pour ces enjeux-là, pour la maîtrise des coûts d'énergie, pour permettre demain, une fois que ce premier réseau sera en œuvre, eh bien qu'on ne soit pas dépendant du bon vouloir de l'opérateur privé pour éventuellement répondre favorablement à des volontés, par exemple, de bailleurs publics sur le territoire et d'extension de ce réseau. Nous manquons aujourd'hui, dans le cadre de cette DSP, de la vision suffisante pour savoir si la maîtrise publique et l'ingénierie publique sera encore garantie. Et c'est pour ça que nous abstiendrons sur ce choix de mode de gestion. François, une petite réponse? Oui. Anne prendra la suite. Oui.
Alors, sur les... Ah, M. Bathieu, vous voulez... Mais après, peut-être. Ah, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu. Non, c'est juste une petite question de précision sur la matière d'énergie. Le paragraphe 8.4 dit « Origine de la chaleur, le délégataire devra privilégier la ressource de chaleur produite à partir d'énergies non fossiles ». Ça me paraît un petit peu large, parce qu'il y a souvent besoin d'apport d'énergie de secours en fossiles, ça peut se comprendre. Là, je ne suis pas sûr que ce soit délibérément écrit qu'on va aller vers le non fossile. Enfin, je sais pas, je pense que la formulation est trop floue, à mon avis. Par rapport à un réseau de chaleur comme ça, c'est d'autant plus performant, et dans le cadre du PCAET, si on va délibérément chercher du non fossile. Alors, sur les bailleurs sociaux, ils ont bien entendu été consultés, sollicités, et ils ont montré aussi leur intérêt de participer. Je n'ai pas cité tous les partenaires sur le réseau de chaleur, hein, mais il y en a plusieurs. Bien sûr, les bailleurs sociaux, les lycées, tels que de Tassigny notamment. Voilà, il y a beaucoup de partenaires qui peuvent rejoindre ce réseau de chaleur, dont les bailleurs sociaux. Ça, c'était la première réponse. Sur la délégation de service public, une délégation de service public, effectivement, peut toujours, effectivement, en parlant du périmètre, le périmètre, on s'est focalisé sur le secteur nord-est. Donc après, le périmètre exact reste encore à bien définir en fonction des partenariats qu'on va avoir sur des bâtiments qui pourraient être intéressés. Mais après, il peut toujours évoluer aussi dans le temps. Bien entendu, il faudra se mettre d'accord avec le délégataire, mais il y a des possibilités de le faire évoluer, vous le savez. Donc c'est pas figé dans le marbre. Voilà. Donc en tout cas, on sera très vigilant là-dessus. Et puis il y a bien sûr un pouvoir de contrôle, vous le savez, c'est prévu dans la collectivité, contrôle. Il y a un comité de suivi citoyen. On a déjà fait une première réunion publique avec un comité de suivi citoyen qui sera donc présent à nos côtés. Merci François. Anne. Oui, juste une petite précision sur le contenu du plan climat-énergie territoriale de l'agglomération. Je voudrais vous renvoyer à l'action numéro 13 du programme d'action. Elle s'intitule, cette action, « Étudier la faisabilité sur les ENR pour développer le mix énergétique du territoire ». Et précisément à la page 35, il est prévu une étude de faisabilité pour de gros réseaux de chaleur. Donc voilà, c'était prévu dans le plan climat et ce projet... on est la concrétisation. CQFD, merci à Monsieur Bathieu. Sur l'énergie, je n'ai pas la réponse spécifique non plus du détail de l'écriture. Ton micro, François. Micro. La source d'énergie qui sera utilisée ? Non, mais en substitution. En substitution. Après, j'ai pas compris s'il trouvait que ça reste à définir parce qu'il y a plusieurs pistes envisagées, notamment, vous savez qu'on a le barrage du Moulin Papon qui est à proximité, donc on peut aussi utiliser l'énergie du barrage. Non, c'est pas la même chose. Là, on est en énergie de substitution. Oui, les deux, parce que mais justement, ça permet aussi. Donc c'est une chaufferie bois, mais on peut utiliser d'autres sources d'énergie renouvelables, dont cette piste qui est évoquée avec le barrage du Moulin Papon, qui est une des pistes parmi d'autres. Je ne sais pas si j'ai... Merci. En fait, dans les ENR utilisés, il y a la biomasse principalement. Il y aura une ENR complémentaire qui sera utilisée. Et donc aujourd'hui, les prospects qui ont donné leur accord pour rentrer dans le réseau de chaleur sont chauffés au gaz. Donc c'est le gaz qui sera remplacé par les ENR cités. Ok. Monsieur Iba. Mais juste, on a déjà eu la présentation du lancement de la procédure. Dedans, il y avait un cahier des charges avec un descriptif, avec des taux de recours aux énergies renouvelables et au bois qui étaient conséquents. Je me souviens de l'échange qu'on avait eu. Ça n'a pas changé, ça. C'est pas parce que la formulation aujourd'hui est un petit peu plus floue qu'il y a eu des variations. Non, mais s'il y a possibilité d'aller encore plus loin sur les ENR, on va essayer d'aller encore plus loin. Merci beaucoup. Et en ce qui concerne le contrôle et la rédaction des termes de la DSP pour le contrôle du délégataire, nous, on va se servir de leçons
sur le funérarium, qui était une DSP qui nous fait souffrir encore aujourd'hui parce qu'elle n'avait pas été extrêmement bien rédigée, et pour pouvoir rédiger la nôtre sur celui-ci. Avez-vous des avis contraires à cette délibération? Des abstentions? Merci. La délibération est adoptée. La numéro 18, pardon. Nathalie Gosselin. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Ce soir, il s'agit d'une délibération pour approuver la transformation de l'association Géo-Vendée en groupement d'intérêt public, donc au 1er juillet 2025, donc qui se structure notamment autour du département de la Vendée, mais aussi des 3 syndicats départementaux, le CIDEV, Trivalis et Vendéo, et Vendée Numérique, bien sûr. Le GIP Géo-Vendée, donc, assurera la continuité des services actuels de l'association Géo-Vendée, qui sont tous les services de SIG, mais aussi de gestion de la donnée, et favorisera et exploitera les nouveaux usages qui s'appuieront sur le jumeau numérique notamment, ainsi que le cadastre solaire qui en découle. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la transformation de l'association Géo-Vendée en groupement d'intérêt public. Merci beaucoup. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vais demander à Nathalie Gosselin et à François Comot de sortir de la salle pour la délibération suivante. Ça va être très court, hein. N'allez pas trop loin. Un premier principe que je vais vous demander d'adopter, c'est le vote à main levée. Y a-t-il des conseillers qui s'opposent au vote à main levée ou qui s'abstiennent? Merci. Et la deuxième vote, c'est pour que Nathalie Gosselin soit le titulaire et François Comot suppléant. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Cette délibération est adopté. Je vais laisser la parole à Anne Aubin-Sicard pour la délibération numéro 20. Pierre Lefebvre et moi-même sortons. Oui, alors cette délibération concerne le secteur 3 ponts Sully-Jacquard, et plus précisément un parking de 488 mètres carrés qui était l'ancien parking de l'entreprise des Tissus du Renard. Donc on vous propose par cette délibération une cession de cette parcelle à l'euro symbolique avec dispense de paiement, donc au profit de l'EPF de la Vendée. Pas de questions? Une remarque? Oui. Monsieur Bossis. Merci Madame Aubin-Sicard. L'occasion pour nous de rappeler plusieurs propositions concrètes que nous avions faites sur ce projet de réhabilitation des quartiers nord sur la zone Sully. La création d'une nouvelle école publique, moderne, accueillante, en relais de l'école Jean Yol, aujourd'hui vieillissante. La question de l'implantation d'un pôle associatif dédié au médico-social pour mieux coordonner les acteurs et puis mutualiser les équipements et services. La question de la relocalisation de la salle de boxe actuellement aux Forges dans une logique aussi de cohérence avec les autres équipements sportifs, notamment le stade Ladoumègue et la salle Omnisport. Et puis le dernier point, c'est celui d'une ambition écologique forte avec des bâtiments sobres, une production d'énergie locale, une végétalisation importante et puis plus de place au vélo et moins de place pour les voitures. Toutes ces propositions seront-elles prises en compte dans la suite du projet? Je vous remercie. Bien, j'ai bien noté vos remarques. Monsieur Battiot, vous voulez... C'est juste pour compléter, parce que j'ai participé aux premiers ateliers sur ce secteur que je connais bien, et j'avais demandé à ce que la population soit un peu plus investie dans la demande. On avait eu des réunions à la maison de quartier, par exemple, et les gens n'étaient pas au courant. Et c'est un quartier quand même qui est en grande souffrance avec tous les problèmes que vous connaissez, et je crois qu'on gagnerait à beaucoup plus solliciter la population. Alors les modalités, il y en a plein, ça peut passer par la maison de quartier, les écoles, les associations, mais on l'avait déjà relevé à l'époque, les premiers ateliers avec le cabinet, la population était assez peu associée. Or c'est un quartier qui mérite vraiment qu'on s'occupe de lui, donc je pense que passer par la population, c'est pas du tout une mauvaise idée. Bien, je rappellerai qu'il y a quand même eu plusieurs réunions publiques sur le sujet, que Monsieur le maire a une très forte ambition sur ce futur quartier, qui sera un quartier bas carbone, avec effectivement de la végétalisation. Donc sur le reste de vos propositions... Les réunions publiques, on l'a vu avec les autres. Les réunions publiques, ce n'est pas une réunion de travail des habitants du quartier. Ils n'étaient pas là aux premiers ateliers qu'on a fait. Alors, je vous propose de mettre au vote la délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc la délibération est adoptée. Je vous remercie, Monsieur le maire et Pierre Lefebvre, pour entrer.
Voilà, donc on va passer à la délibération suivante, qui est la délibération 21. Et c'est Patrick Durand qui la rapporte. Merci. Acquisition et classement dans le domaine public des parcelles P919 à 924 appartenant à l'association syndicale libre de Maisonneuve-des-Landes. Bon, c'est du très classique. Il y avait déjà eu une rétrocession des quatre autres lots. Et on va faire accepter la rétrocession du cinquième. Donc le lotissement à la Maisonneuve-des-Landes a été autorisé au profit de la société BMP au terme de 2 arrêtés en date du 24 novembre 2017 et 9 janvier 2018 pour la réalisation de 64 lots sur une surface totale de 9 950 m². Une ASL donc a été constituée pour assurer la gestion et l'entretien des espaces équipements communs. Donc, M. Chalmandrier, président, sollicité la ville en vue d'engager la procédure de transfert des espaces et équipements communs. Donc une rétrocession. La ville accepte la rétrocession sous réserve de la conformité des travaux préalablement à leur intégration. Bon, les espaces, vous avez sur vos tablettes la surface. Donc l'article L 318.3 du Code de l'urbanisme prévoit donc une procédure de transfert d'office et classement dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation publique dans les ensembles d'habitation. Dans ce cadre, la ville a recueilli l'accord de l'ensemble des propriétaires afin de procéder à la rétrocession et au classement de ces parcelles dans le domaine public. Donc les parties ont convenu d'un transfert à l'euro symbolique avec dispense de paiement. L'ensemble des frais liés à cette opération sera pris en charge par l'ASL Maisonneuve-des-Landes 5. Donc le conseil municipal est appelé à approuver cette rétrocession. Merci. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. La numéro 22, et c'est Pierre Lefebvre qui la porte. Oui. Il s'agit d'une convention de servitude de passage d'une canalisation d'eau potable au profit de Vendéo au Petit Fief. Il est demandé au Conseil d'approuver la convention de servitude de passage au profit de Vendéo relative à l'établissement d'une conduite d'eau potable sur les parcelles communales 0687, 1031, 1033 et 1035 situées au lieu-dit le Petit Fief. Tous frais incombant à cette convention de servitude seront à la charge de Vendéo. Merci. Des votes contre, des abstentions. La délibération est adoptée. Numéro 23, Aurore Ravez nous quitte pour quelques minutes. Et c'est Frédéric qui nous parle de la rénovation des devantures commerciales et des façades. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Une délibération habituelle que vous connaissez tous et qui concerne l'idée que nous nous sommes fait de renouveler l'image du centre-ville et de renforcer son attractivité. Vous le savez, le centre-ville bénéficie d'une attention particulière, notamment sur le nouveau marché couvert, sur les espaces publics attenants, le nouvel hôtel de ville d'agglomération, la mise en place d'une concession d'aménagement sur le centre-ville, les nouveaux programmes de logement sur les secteurs clés du centre historique, notamment également la mise en place du dispositif Action Cœur de Ville et de nombreuses autres choses. En parallèle de toutes ces actions, la ville a adopté un dispositif d'aide qui permet d'améliorer donc les façades, les devantures commerciales et les terrasses. Celui-ci étant basé, je le rappelle, sur une charte de qualité. Ces actions permettront d'améliorer le cadre de vie des habitants, de valoriser les ambiances architecturales caractéristiques du quartier, de valoriser le patrimoine bâti perçu depuis l'espace public. La présente délibération se propose d'examiner une demande de subvention d'un montant de 7 000 € pour Madame Manon Conil, pour le magasin L'Atelier Signature, pour un projet au 8 rue Chanzy, dont le détail est annexé en pièces jointes. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Numéro 24, Françoise Reynaud. Merci bien. Bonsoir à vous toutes et tous. Alors, c'est une délibération dont vous avez l'habitude maintenant, puisqu'il s'agit d'une convention entre notre chantier ville et le département sur les postes de RSA. Nous avons cette année une diminution du nombre de postes de BRSA qui vont être conventionnés.
Au lieu d'avoir 16 places, nous avons 14 places. Et c'est un peu problématique parce qu'on explose en demande. Aujourd'hui, par exemple, on est à 18 équivalents temps plein. Donc, il y a une partie qui ne seront pas financées. Mais on explose vraiment en demande puisque la demande de personnes au RSA est en train d'augmenter fortement. Autrement, sur la convention, vous avez vu quelques nouveautés et notamment la reconnaissance des situations au regard de la santé, de la mobilité et des mises en situation de PMSMP, pour dire stage. Ça, c'est une reconnaissance qui est intéressante. Alors, il n'y a pas cumul entre tous les postes de reconnaissance, ce qui est dommage, mais c'est une reconnaissance qui est intéressante, parce que c'est une reconnaissance aussi de travail qui est réalisé au quotidien avec ces personnes qui sont fortement impactées sur le plan de la santé. Merci. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Et je vais laisser à nouveau la parole à Françoise. Alors là, c'est une convention qu'on avait passée pour la première fois l'année dernière, mais on avait passée parce que le SPIP avait mis un peu de temps pour la signer. On l'avait passée en conseil municipal très tardivement. Il s'agit de faire un placement extérieur entre le service pénitentiaire et notre chantier d'insertion. Donc, pour vous dire, actuellement, on a une personne depuis le 1er décembre qui est au chantier d'insertion, qui sortira en juin 2025. Tout se passe très bien et on est ravis d'avoir cette personne. Et vous voyez qu'on a une place annuelle. La convention est pluriannuelle, ce qui est une nouveauté, et c'est 20 € par jour. C'est pas pour l'argent, mais c'est pour sortir ces personnes de leur environnement. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Numéro 26, Sophie. Oui, merci. Alors, il s'agit d'une délibération relative à l'inscription de la ville dans la démarche de ville ambassadrice du don d'organes. Alors, le don d'organes et de tissus doit être encouragé. Et depuis 2017, la loi prévoit que nous sommes par principe donneurs, sauf refus clairement exprimé de son vivant. Pourtant, alors même que 80% des Français se disent favorables au don d'organes, eh bien moins d'un sur deux en a parlé à ses proches, et dans un tiers des situations, les proches préfèrent rapporter une opposition. C'est pourquoi il apparaît essentiel de communiquer, de sensibiliser simplement à l'importance de le dire à ses proches pour tout simplement sauver plus de vies. Voilà pourquoi nous vous proposons dans la présente délibération de s'inscrire dans la démarche ville ambassadrice du don d'organes, qui se concrétisera par exemple par la signature d'une charte, par des panneaux apposés aux entrées de ville, par la participation à la manifestation annuelle du 22 juin sur la journée du don d'organes, ou encore avec la plantation d'un arbre de vie. Je précise que nous répondons là à une demande d'une association, Transcepat Bretagne Ouest, une association qui est remarquablement portée localement, et que toute initiative en la matière permet d'encourager, de porter la cause, de communiquer, et je crois qu'il faut s'en féliciter. Merci à vous. Merci. Oui, Monsieur Salé. Oui, juste par souci de transparence, il manque peut-être le coût là, que ça va représenter, les panneaux, même si j'imagine que ce n'est pas des sommes très importantes. Et puis surtout pour peut-être pointer le fait que la ville aujourd'hui ne s'engage pas sur des actions concrètes de prévention, sinon la pose de ces 10 panneaux dont on peut peut-être imaginer qu'ils ne seront pas si lisibles que ça. Et puis peut-être aussi l'absence de travail de réseau avec les partenaires santé de la ville et de l'agglomération. Là, effectivement, il y a juste le lien avec l'association que vous avez citée. Et puis peut-être une proposition aussi d'associer dans ce travail de prévention et de sollicitation de la population à faire preuve de générosité, de don. C'est associer le don du sang aussi, puisque l'établissement français du sang est sans cesse en manque de sang. Et du coup, peut-être la ville pourrait aussi être active sur cette question-là. Merci. Monsieur Battiot. Oui, donc je complète juste sur le don du sang aussi, et peut-être une proposition pour que ce soit très efficace dans le Rochemag, qui est une page don justement au niveau des organes et du sang. J'étais donneur de sang jusqu'à il y a peu de temps. Effectivement, il nous rappelle
dès qu'on peut, parce qu'ils sont en manque. On est quelques-uns dans la salle que je connais à donner du sang. Je crois que la plupart d'entre nous, tant que vous le pouvez, parce que je ne peux plus maintenant, mais tant que vous le pouvez, c'est nécessaire. Et je pense qu'une page dans Roche Plus serait très efficace pour faire connaître cette initiative-là et sur le don du sang. Sophie ? Oui, simplement. Alors effectivement, Monsieur Salé, je ne connais pas le coût des panneaux apposés aux entrées de ville. Je m'en excuse. Simplement, il est indiqué que ces actions-là seront menées dans le cadre du contrat local de santé, avec des actions qui sont nécessairement partenariales, avec toute une phase de communication. Alors je l'ai pas mis, mais c'est écrit dans la. Je l'ai pas dit, pardon, mais c'est écrit dans la délibération et dans la convention qui est annexée à la délibération. Et puis effectivement, le don du sang, on est partenaire aussi de l'association du don du sang. On met à disposition les écuries gratuitement auprès de l'association, par exemple. On a déjà organisé des communications, mais peut-être qu'effectivement, il faut le refaire régulièrement, tout comme le don d'organes. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Daniel, sur la convention de partenariat entre la ville et le collège Renoir. Pardon, je te recherche. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, cette délibération propose un conventionnement avec le collège Auguste et Jean Renoir pour l'organisation de mesures de responsabilisation qui s'appuie sur l'article R511-13 du Code de l'éducation, modifié par le décret numéro 2019-906 du 30 août 2019. Ces mesures concernent prioritairement les élèves en situation d'exclusion temporaire, avec les objectifs suivants: de responsabiliser l'élève, de prévenir le décrochage scolaire, de permettre à l'élève de s'impliquer dans une activité éducative, de favoriser la prise de conscience, de permettre à l'élève de travailler sur son projet de formation. La mesure s'effectue en dehors des heures d'enseignement. Sa durée ne peut excéder 3 heures par jour et pas plus de 4 jours par semaine. L'éducateur du service de prévention et médiation qui sera mobilisé de la collectivité interviendra sur une durée maximale d'1 journée et demie par semaine, selon le cadre d'intervention suivant: un entretien éducatif pour la prise de conscience, une action de valorisation en collaboration avec les autres partenaires et un temps de bilan avec le collège, l'élève et ses représentants légaux. Je vous propose d'approuver les termes de la convention qui est jointe à la délibération, à intervenir entre le collège Auguste et Jean Renoir et la ville pour la mise en place de mesures de responsabilisation et d'autoriser sa signature. Je vous remercie de votre attention. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Phase numéro 28, Jacques Bessot, sur la gestion des activités extrascolaires. Merci, monsieur le maire. Oui, délibération sur la saisine de commission consultative des services publics locaux, CCSPL, pour avis de principe avant le lancement de la délégation de services publics pour la gestion des activités extrascolaires. Comme vous le savez, les activités extrascolaires constituent un volet essentiel de l'accompagnement éducatif des enfants, en offrant des lieux propices à l'épanouissement, à la sociabilisation et à l'acquisition de connaissances en dehors du cadre scolaire. Ces activités incarnent pleinement leur vocation de service public. Elles contribuent de manière significative à l'intérêt général en répondant aux attentes des familles tout en renforçant la cohésion sociale. Dans le cas présent, il s'agit d'examiner l'hypothèse, j'insiste sur le mot, l'hypothèse d'un passage en délégation de service public pour la gestion des activités extrascolaires. Un rapport sera produit et transmis au préalable à la commission consultative des services publics locaux pour examiner l'intérêt d'une telle démarche et émettre un avis, avant un nouvel examen en conseil municipal afin d'approuver ou non le principe d'une délégation de service public et le lancement d'une consultation. Cette saisine est obligatoire, c'est une obligation réglementaire avant lancement d'une DSP. C'est l'article L 1411-4 du Code général des collectivités locales. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Monsieur Leplay. Alors nous pensons que le problème de la légalité demeure en suspens. La Chambre régionale des comptes n'a d'ailleurs pas fait d'alerte à ce sujet. Nous avons consulté une avocate
qui nous confirme bien qu'il n'y a pas d'incohérence légale à faire. Alors, je parle sur l'idée de partir dans une DSP et de ne pas le laisser en conventionnement. Donc, pas d'incohérence légale à faire un conventionnement. Nous souhaitons qu'une étude soit menée afin d'examiner la possibilité de rester dans le cadre d'une convention. Cela nous paraît envisageable, même si certains aspects restent à affiner. Il est important de rappeler que nous parlons ici d'éducation. Vous nous dites que c'est une part d'activité essentielle pour nos enfants, enfin pour les enfants de la ville. Un domaine qui ne devrait donc pas être régi par des logiques de marché. Merci beaucoup. Merci pour votre avis. Nous, on propose au vote de cette Assemblée ce principe de lancement de la délégation de services publics. Monsieur le maire, il y a beaucoup de villes qui sont passées sous ce régime-là. Alors, quand vous avez un avocat qui vous dit des choses, il y a aussi des avocats de villes qui disent le contraire. La ville de Sarreguemines, après avis de la Chambre régionale des comptes, parce qu'elle n'est pas tombée dessus chez nous, hein, on a de la chance. Ils ne font pas toujours tout et ils ne voient pas forcément tout. Mais à Sarreguemines, ils ont été obligés de changer. La ville de Nantes a changé. Ce ne sont pas de petits exemples, et j'en ai beaucoup d'autres. Donc, effectivement, nous passons un petit peu avant qu'on nous rappelle à l'ordre sous un autre régime. Et c'est le choix de la collectivité de demander l'avis à cette CCSPL. C'est un avis aujourd'hui. Ce n'est pas une délibération qui passe en DSP. Donc il ne faut pas tout confondre. Et nous reviendrons en conseil municipal pour donner l'argumentation de ce choix si l'avis est positif. Merci beaucoup. Est-il des votes contre? Des votes contre, pardon. Ok, les abstentions. La délibération est adoptée. Jacques Bessot, toujours sur la numéro 29. Autre délibération sur l'éducation, la convention relative à la mise en place de la charte qualité plan mercredi. Suite à l'avis favorable émis par la commission chargée d'examiner les plans mercredi pour l'obtention du label charte qualité plan mercredi pour le territoire lyonnais, il est proposé de signer la convention charte qualité plan mercredi établie entre la ville de La Roche-sur-Yon, l'éducation nationale, la préfecture, la caisse d'allocation familiale, l'association des maisons de quartier lyonnaises et l'association Adapaïla Loisirs Pluriels. Le label charte qualité plan mercredi définit les engagements réciproques de la collectivité, des services de l'éducation nationale, de la CAF et des partenaires associatifs à proposer une offre éducative de qualité dans les accueils de loisirs et dispositifs périscolaires du mercredi. La durée de cet engagement est celle du PEDT, projet éducatif de territoire, auquel le label est adossé, soit la période 2023-2026. La ville de La Roche-sur-Yon pilote et coordonne le plan mercredi sur le territoire lyonnais. Ce label garantit la complémentarité et la cohésion des différents temps de l'enfant, l'inclusion et l'accessibilité de tous les enfants et notamment ceux en situation de handicap, l'inscription des activités périscolaires mettant en valeur la richesse du territoire en relation avec ses acteurs, le développement d'activités éducatives riches, variées et de qualité. Cette charte n'est pas juste un simple bout de papier. Je peux vous dire qu'elle est extrêmement difficile à avoir et qu'elle soit validée. Et donc, moi, je suis très reconnaissant à tous ceux qui participent à la qualité de ce plan mercredi. Merci beaucoup. Monsieur Ellery. Un petit rappel aussi pourquoi les petits mercredis ont été mis en place. C'était parce qu'il y avait eu une volonté de votre part de revenir sur la semaine des 4 jours et demi pour l'ensemble des choses. Il y a un moment où Emmanuel Macron veut reposer la question des temps de l'enfant et de les retravailler. C'était une erreur que d'être passé de 4 jours et demi à 4 jours. Les petits mercredis avaient été mis en place en alternative à la possibilité pour que les parents ne se retrouvent pas sans possibilité de garde pour le mercredi matin. Mais pour notre part, on sera toujours favorable à revenir sur les 4 jours et demi et proposer donc de l'école sur les mercredis matins. Jacques, tu nous fais un petit peu d'histoire ? On peut faire un peu d'histoire. Il ne faut pas oublier que ce choix des 4 jours ou 4 jours et demi a été validé par les délégations de parents, par les DDEN, qui font partie de tous les conseils d'école. Oui, certes, il y a sans doute certains directeurs qui ne seront pas forcément d'accord, mais c'est le choix, et nous avons mis en place un élément de qualité, et
je dirais, la consultation des Français que souhaite le président de la République, on pourrait bien être nous-mêmes des précurseurs de ce qui est bon. Et moi, j'attends effectivement la consultation nationale pour savoir si on est dans la vérité. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les parents sont extrêmement contents et satisfaits de ce qui se passe le mercredi. Dans les écoles, dans les centres de loisirs, tous ces plans qui sont, et même on a des demandes aujourd'hui, puisque vous savez que ce plan mercredi est réservé uniquement aux enfants des écoles publiques. Nous avons aussi aujourd'hui des parents qui nous demandent dans les écoles privées, enfin dans les écoles sous contrat, plus exactement, de pouvoir intégrer ce plan mercredi. Il a un grand succès, tous les parents sont satisfaits. Vous pouvez vous inscrire en faux. Pour l'instant, je pense, monsieur le maire, que nous resterons sur cette décision. Monsieur Larry. La question, mon intervention n'avait pas vocation à dire que ce qui se passe le mercredi matin est mauvais. C'est pas ça que je disais. Je disais que, et notamment la question de la chronobiologie des enfants, le fait que les enfants apprennent mieux à l'école le matin parce qu'ils ont l'esprit beaucoup plus clair est un fait scientifique. C'est pas une question d'opinion ou même d'avis qui soit rendu. C'est un fait scientifique. Et donc le fait qu'on ait choisi de retirer une matinée d'école et donc un moment où les enfants sont le plus en capacité d'apprendre est une problématique. Qu'on les remplacer par quelque chose qui est tout à fait honorable et puis sur les projets qui sont faits, c'est une chose, mais ce n'est pas de l'école, c'est pas de l'apprentissage et tout le monde n'y a pas accès. Merci beaucoup. Voilà, on s'était opposé à l'époque au président de la FCPE sur ce sujet-là. On en avait discuté à plusieurs reprises nous sommes assez fiers effectivement de ce qui s'est passé et qui a été d'abord qui était suite à un sondage auprès des parents qui était demandé par les parents, ce que nous avons validé, ce que nous avons mis en place et qui aujourd'hui est plébiscité par quant aux preuves scientifiques. Je vous laisse juge. À chaque preuve scientifique, une autre preuve apporte le contraire. Mais pas moi, je veux dire, je n'irai pas sur ce chemin-là. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions. Merci. Jacques Bessot, toujours sur la numéro 30. Continuons toujours sur le domaine de l'éducation par le versement de subventions dans le cadre de l'organisation des séjours scolaires courts. Depuis 2006, la ville a validé un dispositif d'attribution de subventions pour l'organisation de séjours courts d'1 à 3 nuitées organisées par les écoles lyonnaises. Ces modalités sont les suivantes. Pour une nuitée, 340 € par classe. Pour deux, 680 et 1 000 € s'il y a 3 nuitées. Concernant l'année 2024-2025, 4 écoles ont formulé leur souhait d'organiser des séjours courts. À ce titre, elles sollicitent la ville pour l'obtention des subventions correspondant à ce type de séjour. Ce sont les écoles Sainte-Famille, l'école Jeanne d'Arc, l'école Saint-André et l'école Jean Yol. Donc l'ensemble des subventions qui sont de 1 360 lorsqu'il y a donc pour la Sainte-Famille, eh bien les subventions seront donc attribuées à l'ensemble de ces écoles. Merci. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? La délibération est adoptée. On va passer à quelque chose de novateur. On va laisser la parole à Aurélien Roux sur la création du pass bénévolat. Bonsoir mes chers collègues, merci monsieur le maire. Effectivement, une délibération qui vous propose de créer le pass bénévolat ou dispositif des donneurs de temps. En préambule, je vais commencer par quelques remerciements. D'abord, remercier monsieur le maire pour m'avoir confié cette mission, cette délégation sur le bénévolat. Je rappelle quelques chiffres puisque au mois de mars est sorti le baromètre du bénévolat en France et on est en 2025 à 21% de Français qui s'engagent ponctuellement ou de façon très assidue, contre 38% en 2010. Cela montre effectivement qu'il y a besoin d'encourager et de promouvoir. Remerciements ensuite envers monsieur le maire de Brive, Frédéric Soulier, et l'élu Sandrine Martin, qui est élue au bénévolat, pour nous avoir permis de prendre ce nom de dispositif des donneurs de temps, pour lequel nous nous sommes beaucoup inspirés et qu'on a évidemment adapté à La Roche-sur-Yon. Et enfin, remerciements au service citoyenneté et à tous les services de la ville qui ont contribué à créer ce dispositif des donneurs de temps. La ville de La Roche-sur-Yon s'appuie sur un vivier fort, associatif,
culturel, humanitaire, social, sportif. Et c'est cette richesse qu'il nous faut encourager. Vous m'excuserez, j'ai un petit peu de mal à parler puisque je sors de chez le dentiste. Oui. Et donc, c'est pas si simple que ça. Mais je vais faire de mon mieux. Le rendez-vous était mal choisi, mais vous savez, le dentiste, c'est quelque chose de rare. Alors, on garde le rendez-vous. 3 piliers, en tout cas, sur ce dispositif des donneurs de temps. Le premier, c'est reconnaître les bénévoles à travers une cérémonie dans laquelle on va remettre cette carte des donneurs de temps, qui donne des avantages et notamment aussi des temps forts pour lesquels nous allons inviter les bénévoles lyonnais. Enfin, évidemment, c'est de promouvoir et encourager le bénévolat. On va présenter ce dispositif au Forum des associations, notamment en septembre, avec un stand partagé avec l'association France Bénévolat. Évidemment, le présenter aussi lorsque nous accueillons les nouveaux Lyonnais qui sont demandeurs d'action bénévole pour s'intégrer au sein du territoire lyonnais. Et évidemment, on va organiser des temps aussi en commun, avec aussi le soutien par exemple de la MDAV, des temps de formation, puisque les bénévoles sont très demandeurs aussi de formation, que ce soit sur la fiscalité des bénévolats, sur des gestes de secourisme qu'il faut mettre en place lors de manifestations, etc., etc. Il y a plein de choses à imaginer. Et ensuite, c'est de constituer une bourse aux bénévoles, une base de données, qui servira chaque année, qui sera mise à jour, avec évidemment les porteurs de la carte, qui permettra à la ville, pour ses propres événements, mais aussi aux autres associations qui cherchent à recruter des bénévoles pour un événement ponctuel, voilà, de se servir de cette base de données pour pouvoir essayer d'avoir le plus gros tissu de bénévoles possible pour tous ces événements qui font vivre la ville et qui nous remplissent de joie. Je vais vous donner les conditions, évidemment, pour prétendre à avoir cette carte, pour être bénéficiaire. Donc il faut faire partie d'une association lyonnaise ou non lyonnaise subventionnée par la ville, ou alors exercer son activité bénévole pour les événements organisés par la ville ou son agglomération. Il faut également être bénévole et effectuer au moins 100 heures d'engagement bénévole par an, ou être bénévole et âgé de moins de 26 ans et effectuer 30 heures, dans ce cas-là, d'engagement bénévole par an. Il est à préciser, même si je ne crois pas que ce soit très utile, que les associations politiques ou cultuelles sont exclues de ce dispositif. Ce pass des donneurs de temps sera matérialisé par la remise d'une carte, donc lors d'une cérémonie, d'une validité d'1 an, et qui donnera lieu à des avantages, des participations à des temps forts. Je vous en cite quelques-uns. Des animations et des formations tout au long de l'année, permettant aux bénévoles de tout horizon de se rencontrer, d'échanger sur des thématiques en lien avec la vie associative. Des entrées pour des événements sportifs ou culturels pour lesquels la ville de La Roche-sur-Yon est partenaire ou alors dispose d'un contrat de prestation de services. Un tarif réduit hors adhésion sur l'ensemble de la saison culturelle du Grand Air. Un tarif réduit correspondant à la tarification partenaire pour l'EP3CY, donc le cinéma Le Concorde. Un accès aux piscines Arago et de Saint-Florent-des-Bois ou à la patinoire au tarif comité d'entreprise. Une entrée gratuite par trimestre pour un concert fléché au KM. La gratuité pour 2 personnes durant l'année sur un spectacle au choix de chacune des programmations suivantes de la direction des affaires culturelles. Concert du mardi, conférence d'histoire de l'art, etc. La possibilité de participer à des visites spécifiques guidées au musée municipal ainsi qu'au théâtre municipal. La possibilité de participer à des temps privilégiés, les visites de sites sportifs sur des temps d'entraînement, initiation à des activités sportives et culturelles pour faire découvrir de nouvelles pratiques. La possibilité d'organiser des déplacements pour faire découvrir le réseau de bus. On peut imaginer aller au Terre-Noire et faire une initiation au disco golf, permettant aussi de promouvoir ce trajet, cette ligne de bus. Voilà, donc ce pass bénévolat, il va évidemment être amené à évoluer, parce que si ce sera le début, on espère qu'il connaîtra le même succès qu'à Brive-la-Gaillarde. Pour donner quelques chiffres, à Brive-la-Gaillarde, la première année, ils avaient un petit peu moins de 400 donneurs de temps. Et ils vont bientôt faire la 4e cérémonie, ils seront à 800 donneurs de temps, ce qui montre vraiment le succès. Et pour en faire un petit peu la genèse, ce qui s'est passé, c'est le service citoyenneté a fait un vrai benchmark sur beaucoup de villes de taille un peu identique à La Roche-sur-Yon, pour savoir, et on les a interrogés sur qu'est-ce qu'il se passe comme action bénévole qu'ils ont pu faire. Et c'est vraiment la ville de Brive qui a réussi à vraiment insuffler une dynamique, et c'est pour cela qu'on s'inspire de cette ville, que je remercie une fois de plus.
Merci beaucoup, Monsieur Leplay. Alors bien sûr, nous voterons cette délibération, car il s'agit avant tout de reconnaître l'engagement bénévole, notamment à travers des propositions de temps de formation, comme vous l'avez dit, Monsieur Rouault, et la création d'un réseau de bénévoles. Et en cela, et on l'a dit en commission, et je le répète ici, on trouve que c'est vraiment une bonne idée et quelque chose de novateur et qui peut être mis en place. Cela dit, 3 petits points de vigilance. Non, ce n'est pas des critiques, c'est juste des petits points de vigilance. Ben voilà, on discute en groupe. Et il y en a que 3. Et je pense que a priori, je pense que vous allez en être d'accord, je pense. Le premier, l'importance que ce réseau, cette base de données, vous l'avez dit, ne devienne pas un vivier de ressources utilisées simplement par la ville et principalement par la ville, mais bien un outil au service des associations elles-mêmes. Voilà, premier point de vigilance. Le deuxième, et ça c'est général sur tout le bénévolat et je pense que vous le partagez aussi, c'est de ne pas inverser la chose, c'est-à-dire de bien veiller à ce que le bénévolat ne se substitue pas à des emplois salariés qui pourrait fragiliser le tissu professionnel associatif. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être assez vigilant. Mais ce dispositif-là n'a pas en soi à renverser les choses. Et enfin, dans le cadre des mutualisations, sur la bourse, la bénévole, bien être attentif à la nature des missions confiées. Quand on demande à des bénévoles d'Assos d'aller sur d'autres missions, qu'ils soient formés ou non, par exemple, lorsqu'ils sont en contact avec des enfants, ou impliqués dans des missions spécifiques comme des activités sportives. Certains sont formés ou pas, et il faut vraiment pas juste faire un transfert de bénévoles lambda, entre guillemets. Il y a bien cette idée de mission et de formation. Et encore merci pour l'initiative. Merci évidemment pour le soutien que vous portez à ce dispositif. Évidemment, on sera vigilant. Tout ce dispositif aussi va être piloté ensuite par le service citoyenneté avec beaucoup de garde-fous. On sera très vigilant à ce qu'il n'y ait pas à la fois de louper sur le fléchage de bénévoles, bien sûr. Y a-t-il des votes? Ah, Monsieur Mathieu, pardon. Juste une petite question supplémentaire qui me vient maintenant, là, par rapport au choix des gens. Par exemple, il y a des associations où plusieurs personnes passent les senteurs largement. Comment c'est fait? C'est un choix des associations? C'est un choix qui est validé? Comment ça marche? En fait, c'est une relation à 3 finalement entre la ville, le bénévole et les associations. En fait, c'est le bénévole qui va demander, il y a un dossier à remplir, et ce sera l'association qui attestera, soit via le président, le vice-président, le secrétaire. Évidemment, on peut faire 30 heures de bénévolat pour une association, 70 heures pour une autre, et ça se cumule pour atteindre les 100 heures. Merci beaucoup. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Maximilien, sur la convention d'accompagnement du collectif Espace. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Nous continuons l'application du projet culturel de territoire avec, comme l'année dernière, un partenariat spécifique avec une compagnie lyonnaise qui porte un projet fort, original, avec une part d'innovation sur le territoire. C'était en 2024, 25, 26 la compagnie de danse Agnan, et pour 25, 26, 27, donc pour une convention de 3 ans, ce sera le collectif Espace, un collectif de théâtre. Il nous propose un projet de proximité dans le but de faire découvrir le théâtre, avant tout par le texte, sous forme d'ateliers participatifs, de rendez-vous en petite jauge, voire chez l'habitant, donc au plus proche des citoyens, avec des temps forts sur une période parfois pas suffisamment utilisée, si je puis dire, notamment sur l'hiver. Donc c'est un travail de médiation théâtrale sur 3 ans. Nous accompagnons donc ce collectif Espace par l'intermédiaire d'une subvention spécifique, d'un accompagnement spécial d'un point de vue communication, d'un point de vue de mise à disposition de matériel, de lieux. Donc c'est un partenariat fort qui va se construire sur les années à venir. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Numéro 33, toujours Maximilien, sur la diffusion de projets artistiques et leur création. Oui, c'est une délibération habituelle. Nous avons un budget important alloué à la création et à la diffusion à destination des compagnies professionnelles en matière de spectacles vivants et d'art visuel, de 50 000 € par an. Donc c'est un engagement qui est maintenu de la part de la collectivité en faveur de ces structures professionnelles, donc pour créer d'abord et pour diffuser ensuite.
Donc là, vous avez la première vague de dossiers qui a été reçue et étudiée. Donc la compagnie La Mouche, la compagnie Agnal, le collectif Espace, l'association To Think To Do, la compagnie Universalis Apo, la compagnie Clou et la compagnie 4 Accords. Je veux faire un petit distinguo quand même sur la création et la diffusion. La diffusion, c'est un élément dont on ne parle pas suffisamment. C'est bien de créer, c'est encore mieux de diffuser. En ce cas, c'est complémentaire. Là, il s'agit évidemment d'accompagner des compagnies, de leur permettre en fait de pouvoir aller, par exemple, au festival d'Aurillac et pour la compagnie 4 Accords de pouvoir diffuser en Vendée. Merci beaucoup. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Cette délibération est adoptée. Nouvelle délibération sur les collectifs Mordicus, Grizzly et le monteur volontaire. Oui, pareil, ça revient très très souvent. C'est l'utilisation de la billetterie de la ville pour le collectif Mordicus qui jouera au théâtre municipal le 27 et le 28 mai prochain. Pour la compagnie Grizzly pour ses spectacles des ateliers, donc pour le jeune public. Et puis pour un rendez-vous de cet été pour le monteur volontaire, évidemment, avec le festival des Nues Menteuses. Merci. Des votes contre, des abstentions. La délibération est adoptée. Et enfin, pour terminer, Philippe va nous présenter la participation au festival Arsène 2025 à Drummondville. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir chers collègues. Oui, il est question d'approuver la prise en charge des frais d'un professeur de notre conservatoire pour lui permettre de se déplacer au prochain festival Arsène à Drummondville prochainement. Alors vous savez, entre notre ville et celle de Drummondville au Canada, nous menons depuis plusieurs années des politiques actives en matière de coopération internationale et notamment en faveur de formation des étudiants, danse et musique. En 2023, nous avons renouvelé notre convention, notamment entre le conservatoire, évidemment, de La Roche-sur-Yon, du lycée Pierre Mendès France et de la ville de Drummondville. Alors, au mois de janvier dernier, nous avons accueilli des étudiants en musique et en danse du cégep de Drummondville avec leurs professeurs pour leur permettre évidemment de suivre des cours au conservatoire municipal et au lycée en danse et en musique. En réciprocité, un groupe composé de 12 élèves inscrits en double cursus danse et musique au conservatoire et au lycée Mendès France et d'un professeur du conservatoire municipal. Donc ce groupe se rendra à Drummondville au mois d'août prochain. Le professeur de musique Pierre Charnois est chargé de l'encadrement pédagogique et il participera à ce déplacement du 1er au 9 août prochain, tandis que les 12 élèves prolongeront leur séjour jusqu'au 30 août afin de suivre un certain nombre de cours également au cégep de Drummondville. Alors pour la bonne organisation de ce déplacement, évidemment, il est proposé de prendre en charge les frais du professeur du conservatoire, sachant que les frais des élèves le sont par le lycée et leurs parents. Alors, il s'agit pour ces frais à prendre en charge du déplacement, de la restauration, de l'hébergement, des frais bancaires, etc., qui sont estimés à 2 200 €. Voilà, il vous est donc proposé d'approuver cette prise en charge des frais pour ce professeur, sachant que, bien entendu, ça permettra à ces 12 élèves lyonnais de vivre une expérience artistique enrichissante et puis de faire rayonner le pôle d'excellence qu'est notre conservatoire. Merci Philippe. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La délibération est adoptée. Vous avez eu à votre disposition les décisions prises dans le cadre de l'article L.2122.22 du CGCT. Je vous rappelle que le conseil municipal prochain aura lieu le 24 juin 2025 et c'est une journée particulière à La Roche-sur-Yon créée par l'empereur puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa mort. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.